On va faire une ligne de table. Je vais démarrer avec vous. Philippe, vous allez vous présenter comme ça. Philippe Boucly pour France Hydrogène, Bernard Salat pour EDF et Hyacinthe Flandrin pour Longhi. On commence avec vous, Philippe. Ça marche tout seul, ce micro. Je suis le président de France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. On a une très forte dynamique. On est actuellement plus de 460 membres, alors qu'on était 120 en 2019. Donc ça vous montre un peu la croissance, avec des grands groupes tels que EDF, Engie, Air Liquide, Total, Michelin, Forestia, Plastic Omnium, bon, Keolis, SNCF, RATP, enfin, il y en a plus de 110, donc je vais pas les énumérer tous. Beaucoup de PME, PMI, start-up, plus de 200. Et nous sommes une association, c'est-à-dire que nous accueillons également des collectivités territoriales et notamment toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène, ce qui est particulièrement important puisque, enfin je ne sais pas si ça s'est dit au cours de cette conférence, la transition énergétique va se faire essentiellement dans les territoires. Donc c'est important que les territoires soient motivés et mobilisés, et c'est le cas en matière d'hydrogène. Il y a un certain nombre de régions qui sont en pointe sur l'hydrogène. Je pense à l'Occitanie, je pense à la Bourgogne-Franche-Comté, à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc et donc voilà le cadre dans lequel nous travaillons. C'est France Hydrogène. Donc en gros, c'est pas un gros mot, on est le lobbying de l'hydrogène, c'est-à-dire montrer et c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est-à-dire montrer l'intérêt qu'il y a à développer l'hydrogène dans la transition énergétique. L'hydrogène ne fera pas tout, mais sans l'hydrogène, on ne réussira pas la transition énergétique. Alors justement, j'allais vous demander de rajouter à vos présentations un petit exercice éventuellement de profession de foi, pas de froid, sur l'hydrogène. Vous êtes tombé dedans comment, vous, dans l'hydrogène Alors, moi déjà, je suis tombé dedans en 77. Alors beaucoup ici n'étaient pas nés en 77. Donc je suis rentré à Gaz de France. Et à Gaz de France, parce que j'ai fait toute ma carrière en tant que gazier. Et on parlera tout à l'heure probablement des infrastructures pour transporter l'hydrogène et le stocker. Et en 77, on m'a dit, bah, écoute, on est en train de construire le réseau de gaz en France, le réseau d'infrastructures, transport, stockage, distribution. Mais il ne t'a pas échappé que EDF vient de lancer un programme nucléaire d'enfer. On aura trop d'électricité nucléaire et on va électrolyser de l'eau pour faire de l'hydrogène et on va aller vers une civilisation de l'hydrogène. On m'a dit ça en 77. Donc, et effectivement, EDF, il travaillait, enfin, je pense que Bernard en parlerait beaucoup mieux que moi. EDF travaillait sur les électrolyseurs avec des grandes sociétés fabricants d'électrolyseurs. Le CEA travaillait à l'amélioration des rendements des électrolyseurs avec de l'électricité, avec la chaleur, pardon, des réacteurs nucléaires. Et Gaz de France travaillait à la production d'hydrogène par cycle thermochimique. Donc tout le monde était... et puis, ça, avec la baisse du prix du pétrole, tout le monde est revenu à ses activités antérieures et on a oublié l'hydrogène. Donc on y est revenu à la suite de... donc il y a eu des hauts et des bas dans l'hydrogène depuis 30, 40 ans, 50 ans. Et là, il semble que ce soit un vrai départ. On y est revenu, nous, en France, depuis 2013, 2015, notamment à la faveur de la rupture, enfin nous en tant que transporteurs de gaz, GRT Gaz, on y est revenu à la faveur de, si j'ose dire, de l'interruption de fourniture des Russes en 2009. En 2009, Gazprom, la société russe qui livre le gaz, a coupé le gaz à l'Europe. Et on s'est dit, bon, il faut trouver d'autres solutions. Et on a commencé à travailler sur l'hydrogène à ce moment-là. Merci beaucoup. Bernard Salat pour EDF. Alors là, on est avec l'homme de la technique chez EDF, qui a l'entièreté du scope dans sa main, qui va apporter de l'expertise à toute la maison, qui travaille à des sujets plus prospectifs aussi bien national qu'international. Expliquez-nous alors, Bernard. Alors, donc moi, je m'appelle Bernard Salat, comme le disait Emmanuel. Donc, je suis effectivement l'homme de la technique d'EDF, puisque j'en suis le directeur technique. Et je suis en même temps le directeur de la R&D du groupe. Donc je couvre en fait l'ensemble des sujets techniques, les plus innovants de la maison, et en particulier le sujet de l'hydrogène. Alors l'hydrogène chez EDF, c'est quoi ? Alors il y a une longue histoire que effectivement je partage avec Philippe. Il y a eu des hauts et des bas dans l'hydrogène, si vous regardez un petit peu ça dans l'histoire.
Aujourd'hui, je crois que l'hydrogène est vraiment incontournable pour la transition énergétique. Ça, je crois que c'est un fait et c'est partagé, je dirais, par beaucoup, de façon, me semble-t-il, assez unanime, hein, par l'ensemble des acteurs qui tournent autour de cette transition, pour une raison assez simple. Pour réussir la transition énergétique, il va falloir massivement décarboner. Vous savez sans doute que la part de la consommation française aujourd'hui est faite à partir d'énergies fossiles. L'électricité est une faible part, hein, 25% simplement. Donc en France, elle est décarbonée grâce au nucléaire et aux renouvelables. Le reste est essentiellement carboné. Donc la piste aujourd'hui qui est poursuivie par la plupart des acteurs, c'est d'aller vers l'électrification. L'électrification, pourquoi ? Parce que on sait faire de l'électricité sans carbone. Donc soit avec du nucléaire, soit avec du renouvelable, et plus raisonnablement avec les deux en grande quantité. C'est ce que font aujourd'hui la plupart des grands pays du monde. Donc on va électrifier. Si vous regardez les grands scénarios de l'AIE, donc de l'Agence internationale de l'énergie, vous voyez qu'ils prévoient des chiffres autour de 50% d'électricité dans la consommation énergétique totale dans le monde à l'horizon 2050, un ordre de grandeur. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tout électrifier. On ne sait pas tout électrifier. Si je produis de l'acier, je vais avoir besoin de réduire le minerai de fer. Je vais utiliser du charbon pour faire simple, hein, du carbone. Je vais émettre du CO2. Si je veux faire des transports aériens longue distance ou des porte-conteneurs longue distance, là c'est quand même très très compliqué d'avoir des moteurs électriques avec des batteries. Donc on a un enjeu de comment s'attaquer à ces secteurs qui sont difficiles, voire très difficiles à électrifier. Et là, nous pensons, enfin nous, je dirais la communauté scientifique mondiale, hein, on peut le dire comme ça, pense que l'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, peut être ou voire est le meilleur levier pour décarboner les secteurs qui sont difficiles à électrifier. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme l'énergie de l'électricité en hydrogène. Et on utilise ensuite cet hydrogène comme vecteur, soit vecteur chimique, hein, dans les exemples que je donnais, réduction du minerai de fer, soit directement comme énergie dans d'autres secteurs comme les transports. Voilà, donc on pense qu'il y a vraiment une opportunité sur l'hydrogène. Nous avons besoin de l'hydrogène pour demain pour réussir la transition énergétique. Toute la question, c'est à quelle vitesse ça va se développer. Donc ça, je pense qu'on en parlera dans l'après-midi. Mais il est clair qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres solutions que l'hydrogène si on veut aller vraiment vers le zéro carbone. Merci beaucoup. Hyacinthe Flandrin pour Longhi Hydrogène. Bonjour. Longhi qui existe depuis 2000 et Longhi Hydrogène depuis 2021. C'est ça. Donc Longhi s'est lancé dans l'hydrogène et vous commercialisez des électrolyseurs. Voilà, racontez-nous. Merci pour l'introduction. Donc moi je suis Hyacinthe Flandrin, donc je travaille chez Longhi. Je suis donc responsable des techniques et des ventes au sein de l'équipe Longhi Europe. Longhi, c'est un équipementier, donc un peu différent. Équipementier, c'est-à-dire qu'on produit des équipements. Donc Longhi, lancé en 2000, a déjà un background qui est important dans le solaire, avec quasiment, enfin, on va dire un top 3 mondial équipementier pour la partie photovoltaïque, modules et cellules photovoltaïques dans le solaire. Et ensuite, en 2018, a lancé des premières études et officiellement en 2021, a lancé une branche hydrogène pour se développer sur ces technologies-là, qui sont des technologies assez spécifiques, pas forcément liées au solaire, avec pas beaucoup de points communs avec le solaire, mais l'objectif de Longhi a été de développer ces technologies pour pouvoir proposer une offre complète avec énergie, donc green energy du solaire, jusqu'au green hydrogène en associant les deux technologies. Alors ceci étant dit, il n'y a pas forcément que le solaire pour créer l'hydrogène. En fait, toute sorte d'énergie sera importante. Et comme on l'a dit juste avant,
les surplus énergétiques particulièrement, dans un monde où les infrastructures sont plus compliquées au niveau énergétique, on aura besoin d'avoir des vecteurs d'énergie, et l'hydrogène fait, parmi les différents scénarios, fait partie des vecteurs les plus intéressants pour permettre ces infrastructures d'émerger et d'évoluer. Voilà, pour faire un peu simple et rapide. Alors, je voudrais voir, est-ce que dans la salle, il y a des acteurs, parce que moi, je donne beaucoup la parole à la salle, hein, sachez que vous allez pouvoir vous exprimer. Est-ce qu'il y a des acteurs du monde de l'hydrogène dans la salle? Il y a des professionnels qui sont avec nous? Ouais. Vous n'hésiterez pas à prendre la parole, hein, bien évidemment. Bien sûr, toute la salle, mais surtout, n'hésitez pas. Quel est votre niveau d'information sur l'hydrogène dans la salle? Si vous pensez être très informé, levez la main. Alors, il y a déjà 2 personnes, c'est sûr. D'accord. Et vous êtes plutôt, si vous êtes plutôt en prise d'info, levez la main. D'accord, c'est juste pour qu'on ait un petit niveau de la... D'accord, la salle. On va et bien sûr répondre à la question, mais alors quand on s'intéresse au secteur de l'hydrogène, dont je ne suis pas spécialiste, je me suis rendu compte que c'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'hydrogène. Hein. Il y a du gris, il y a du vert, il y a du bleu. De quel hydrogène on parle en fait sur un plan un petit peu technique? Allez, c'est De Philippe qui se l'hydrogène lance. propre. Voilà, moi, j'aime pas Propre, du tout qu'on ah, parle. d'accord. On peut parler couleur pour qualifier le mode de production de l'hydrogène, mais en fait, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut parler en termes. Notre objectif, c'est de décarboner la planète, enfin ou défossiliser, même, c'est encore mieux, parce que du carbone, on en a toujours besoin, mais en tout cas, défossiliser. Et donc. Alors, je peux quand même déclamer ou décliner l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est juste pour qualifier le mode de production. Donc, on parle d'hydrogène vert pour dire d'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable. On parle d'hydrogène bleu, donc d'électricité renouvelable, c'est-à-dire que c'est de l'électrolyse ou plasmalyse. Vous voyez, ça commence à se compliquer. C'est-à-dire que l'électrolyse, vous prenez, enfin c'est niveau 3e, je crois, à l'école, vous prenez un bocal d'eau et vous mettez 2 électrodes. D'un côté, vous avez un dégagement d'oxygène, de l'autre côté, vous avez un dégagement d'hydrogène. Et si votre électricité est renouvelable, vous avez de l'hydrogène vert. Bon. Si votre électricité elle vient du réseau, on va dire de l'hydrogène jaune. Si c'est branché sur un réacteur nucléaire, on va dire de l'hydrogène rose ou rouge. Enfin bon, mais ça en est risible à la force. Ouais. Et l'autre couleur dont on parle beaucoup, c'est l'hydrogène bleu, c'est-à-dire obtenu à partir du gaz naturel en cassant la molécule de méthane avec de la vapeur d'eau. Et le mauvais côté de la chose, c'est quand vous produisez de l'hydrogène à partir d'hydrocarbures, si vous le faites à partir de gaz naturel, c'est de l'ordre de 10 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Si vous le faites à partir de pétrole, c'est 13 kg. Si vous le faites à partir de charbon, c'est 20 kg. Donc on sent bien que ce n'est pas vertueux cette affaire-là. Et donc l'hydrogène bleu, ça consiste en sortie de votre process de vaporéformage, quand vous avez cassé la molécule de méthane, vous captez le CO2. Alors, soit vous le réutilisez, et un liquide le fait à Port-Jérôme, vous le purifiez et ils le vendent à Coca-Cola, et quand vous buvez un Coca, vous buvez du CO2 qui vient de là. Mais du gaz carbonique, on en a besoin dans la chimie. Et l'autre solution, c'est de séquestrer ce gaz carbonique, c'est-à-dire, pour l'instant, les solutions qui sont envisagées, c'est de... On ne pense pas trop le séquestrer sur le sol national, ni en Allemagne ni en France, on est très chaud pour ça. Mais par contre, dans des gisements déplétés, dans des gisements épuisés en mer du Nord, donc le gaz carbonique, on le liquéfie, on le met sur un bateau, et on l'envoie en mer du Nord et on l'injecte dans des champs pétroliers qui sont épuisés. Donc ça, c'est du bleu. Alors, on parle aussi de l'hydrogène naturel. Ça a fait le buzz l'année dernière. Donc là, on parle d'hydrogène blanc. Bon, mais ça... Enfin, je vous dis, pour qualifier, c'est bien, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est le contenu carbone de l'hydrogène que vous allez avoir. Et il y a une norme qui s'est mise en place. En gros, on va accepter comme hydrogène bon pour le climat un hydrogène dans lequel on aura déjà réduit de 70% le contenu carbone. Et donc, ça fait 3,38 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène. Il y a une interro après, donc vous notez tout bien les couleurs. Hein. Il y aura un piège sur le rouge à pois jaune. Bernard Hyacinthe, ensuite. Oui, moi je voulais insister sur cela. Enfin, je pense que les questions qui ont été mises autour des couleurs de l'hydrogène n'ont pas véritablement de sens technique. Hein. N'en ont même pas du tout d'ailleurs. C'est quelque chose qui s'est voulu être une facilité, une commodité
de langage, mais qui d'une certaine façon crée plus de troubles qu'autre chose. De confusion, c'est ce que j'allais dire. De confusion, voilà. Oui. En fait, je reviens toujours sur l'objectif, on veut décarboner. On veut fondamentalement décarboner. Donc en fait, il nous faut un hydrogène sans carbone. Donc l'enjeu, c'est de faire de l'hydrogène sans carbone. Aujourd'hui, la majorité de l'hydrogène qui est consommé dans le monde, 70 millions de tonnes, chose comme ça, 90, voilà, une petite centaine, on va dire, est fait très, 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 très majoritairement avec des molécules de méthane qu'on casse et ça émet du CO2. Retenez 1 kg d'hydrogène, 10 kg de CO2 avec ce processus-là. Donc, si on veut utiliser, comme je le disais tout à l'heure, l'hydrogène comme levier vecteur énergétique de la décarbonation, il faut un hydrogène sans carbone. Donc, on va le produire par électrolyse. Mon voisin, je pense, va en parler largement. Et il faut que l'électricité qu'on utilise pour faire cette électrolyse soit sans carbone. C'est aussi simple que ça. Donc, toutes les moyens de fabriquer de l'électricité sans carbone qui peut alimenter ces électrolyseurs sont rationnellement bonnes, que ce soit des panneaux solaires, que ce soit des éoliennes, que ce soit des centrales nucléaires, ou si on sait faire de l'électricité en captant du CO2 avec des centrales à gaz, peut-être un jour, ça peut aussi être utile. Voilà, il faut raisonner, le terme consacré, c'est les ACV, donc sur le cycle de vie. Donc c'est une analyse cycle de vie, ACV, donc je dirais de la naissance, si vous me permettez, jusqu'à la tombe, pour mesurer en fait vraiment quel est le contenu, les émissions de CO2 que l'on fait. Et le seuil qu'évoquait Philippe Boucly, ces fameux 3,38, c'est un seuil qui a été fixé par la Commission européenne, objectivement un peu arbitraire, mais comme tout seuil, et qui permet de dire, bon ben voilà, si on fait de l'hydrogène avec ce contenu CO2, il est bon pour le service. Alors, c'est moins bien que 0, mais 0, vous savez bien que c'est un chiffre un peu mythique et très difficile à atteindre, mais c'est en tout cas très, très, très largement mieux que le 10 kg d'aujourd'hui. L'intérêt du 3,38, c'est que si vous utilisez en France l'électricité du réseau électrique, vous ne dépassez pas ce seuil-là. L'électricité du réseau électrique français, c'est les centrales nucléaires, c'est l'hydraulique, c'est le PV, l'éolien. Il y a aussi un tout petit peu, pas beaucoup, mais il y a un petit peu de centrales thermiques. Donc il y a un contenu CO2. Chez EDF, on arrive à des valeurs très très basses, 30 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité. Donc avec ces chiffres-là, avec le réseau français électrique, si on y connecte des électrolyseurs, on fait de l'hydrogène bon pour le service. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ici, je veux dire quand même rajouter en complément de ce que dit Bernard, si vous êtes en Chine et que vous avez un contenu carbone de 1000 grammes par kilowattheure, il vous faut 55 kilowattheures par kilo d'hydrogène, ça vous fait 5,5 kg. Donc vous êtes donc moi je dis en Chine, il vaut mieux rouler avec un bon diesel 7 qu'une voiture à hydrogène. Alors ça tombe bien parce que Longuet Hydrogène, ils sont très installés en Chine. Très. Ouais, alors déjà, je pense revenir sur les différentes couleurs, etc. Moi, je suis complètement aligné là-dessus. Je pense qu'il faut juste vraiment séparer l'hydrogène gris ou on va dire provenant de matières fossiles et l'hydrogène bas carbone. Après, une fois qu'on a ça en tête, ça nous permet d'avancer sur les différents projets et de vite déceler les projets qui sont vertueux et les autres qui ne le sont pas. Après, une fois qu'on a dit ça, on a aujourd'hui déjà un volume hydrogène qui est très important en France et dans le monde. En France, c'est 1 million de tonnes, un peu moins, 900 000. Donc on utilise déjà aujourd'hui beaucoup d'hydrogène en France, dans différentes industries. Donc l'objectif premier, c'est de remplacer cet hydrogène-là qui est majoritairement gris, donc qui émet du CO2, le fameux 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, par un hydrogène qui va être plus propre. Au mieux, il se rapproche de 3 voire même en dessous. Au mieux, ce sera pour le climat et les projets, mais voilà, plus il sera inférieur à 10, mieux ce sera. Maintenant, on a besoin de beaucoup d'énergie, et donc pour l'un des axes de travail, c'est de travailler sur des technos qui favorisent l'efficacité, et donc potentiellement des électrolyseurs, qui est l'une des technos différentes pour produire de l'hydrogène, qui permet juste de séparer la molécule d'eau en oxygène, en hydrogène, et donc des technologies d'électrolyseurs qui vont être assez efficaces et qui vont utiliser le minimum d'énergie pour transférer l'énergie électrique bas carbone vers de l'hydrogène qu'on va ensuite utiliser dans l'industrie, dans la mobilité,
plus tard peut-être dans l'aviation, dans les transports longue distance, etc. Donc voilà, c'est important qu'on ait un axe, et c'est ce qu'on fait chez Longi, sur des technos qui soient assez matures et qui soient les plus efficaces possibles, parce qu'on parle d'énergie, de volumes énergétiques qui sont énormes, et on n'aura pas forcément la place de perdre beaucoup d'énergie, parce que l'énergie aujourd'hui est assez précieuse, et plus ça va aller, plus ça le deviendra en tout cas. Vous disiez technomature, vous utilisez une technologie à l'alcalin, vous m'aviez expliqué Oui, ça. c'est ça. Ouais. Chez Longi, nous, on est focus complètement sur la technologie alcaline, donc, qui est une des technologies électrolyseurs. Il y en a plusieurs. Vous entendrez aussi parler du PEM, de l'AEM, de la SOEC, qui sont des technos. On adore les acronymes. Oui, alors c'est Mais toujours des acronymes. concentrons-nous sur l'alcalin. Mais l'alcalin pressurisé ou l'alcalin, c'est une technologie qui est assez éprouvée, qui a à peu près une soixantaine d'années, 80 ans d'expérience. Il y a des projets qui sont assez vieux. Qui utilisent cette technologie. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur ces produits-là, mais c'est l'une des technologies qui, je pense, est la plus à même de répondre aux besoins qui est actuel, qui est du passage à l'échelle et d'installation de gros équipements d'électrolyseurs pour produire des grosses quantités d'hydrogène à des coûts qui soient relativement raisonnables. Parce que le premier frein à l'hydrogène, et on en parlera sans doute, c'est le gap qu'il y a entre l'hydrogène gris, donc l'hydrogène qui va venir avec des fossiles fuels, et l'hydrogène qui va être produit avec une électricité bas carbone. Le gap en termes financiers entre ces deux gaz, ces deux provenances, est assez important. Donc le but, c'est de réduire au maximum le prix de ce fameux hydrogène bas carbone pour pouvoir multiplier les projets et les rendre viables le plus rapidement possible. Philippe, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais simplement dire qu'à côté de l'électrolyse comme moyen de production de l'hydrogène, il y a d'autres méthodes, et notamment aussi la plasmalyse. Donc la plasmalyse, c'est casser la molécule de méthane, on revient toujours au méthane, mais en utilisant un plasma. Alors ça peut être soit une torche à plasma, soit ça peut être un micro-ondes. Avec un micro-ondes, vous pouvez casser... il y en a même qui font du diamant en cassant... Voilà. Il y en a même qui font du diamant en cassant des molécules de méthane. Donc on obtient comme ça les molécules de carbone, les atomes de carbone, et on fait comme ça le diamant. Bon, je reviens à l'hydrogène. Donc si vous voyez l'équation, quand vous faites 1 kg d'hydrogène, vous allez faire 3 kg de carbone. Donc il faut trouver des débouchés au carbone. Donc ça peut être tout ce qui est encre, mais vous n'allez pas bien loin. Tout ce qui est pneus, vous n'allez pas bien loin non plus. Et on pense utiliser... Ce carbone alors on peut le couler aussi dans du béton de façon à ce qu'il soit stocké pour longtemps. On peut également le mettre dans les champs. On a montré, les études de l'INRAE qui montrent que ça retient l'humidité, et dans des périodes de stress hydrique qu'on risque de connaître à l'avenir, ça peut être une solution pour garder l'humidité dans les sols. Alors, il y a encore une solution, c'est la biomasse. La biomasse, alors on va me dire oui, mais la biomasse on la met à toutes les sauces, c'est vrai, mais pour faire des carburants de synthèse qui seront nécessaires, t'en parlais tout à l'heure pour les avions, partir de la biomasse, vous avez à ce moment-là, par une première phase à 700, 800, 1000 degrés, vous avez une espèce de soupe avec toutes sortes de molécules, notamment de l'hydrogène, notamment du monoxyde de carbone. Et avec des procédés type Fischer-Tropsch, vous arrivez à de la synthèse des carburants comme du kérosène, et vous pouvez enrichir le procédé en couplant ça avec de l'électrolyse pour avoir un bon ratio carbone-hydrogène. On a vu le quoi, quel hydrogène, on a vu le pourquoi. Moi, j'aimerais bien qu'on voit le comment et que vous nous expliquiez quelle est la chaîne de l'hydrogène. Moi, j'imagine qu'il y a un développeur, un investisseur, d'ingénierie. À un moment, il faut un fournisseur d'électrolyseurs. Rapidement, Hyacinthe, peut-être, c'est quoi la chaîne Il y a beaucoup de players, j'ai l'impression. Hein. Oui, il y a beaucoup de players. Sur un projet hydrogène classique, donc déjà, il va y avoir un développeur qui va être une entité en général qui va identifier le besoin. Genre qui, par exemple EDF, par exemple, peut être... Admettons que ce soit EDF. Il y en a plein au hasard. Au hasard. Voilà, donc, c'est des entités qui vont identifier un besoin et qui vont agréger les différentes parties à un projet pour pouvoir le mettre en place. Donc, ce projet-là, il va bénéficier à un client. Souvent, on les appelle les off-takers, ceux qui récupèrent l'hydrogène à la fin. Et ensuite, il y a différents acteurs. Le principal acteur, ça va être une entreprise de construction.
En France, on a des Bouygues, on a des Vinci, des Technip, c'est ce genre d'entreprise-là qui va en fait ensuite s'appuyer sur différents OEM, équipementiers, pardon, en français, et qui va s'appuyer donc sur les compétences de chaque équipementier. Par exemple, va acheter des panneaux solaires à Longy, par exemple, des électrolyseurs à Longy, et peut-être d'autres, par exemple, s'il y a sur le site un besoin de création d'ammonia ou de plein d'autres équipements spécifiques, va s'approcher d'un équipementier qui va maîtriser ce sujet-là. Donc l'EPC, donc la partie, l'entreprise constructrice qui va agréger tous ces entités-là, va ensuite monter, installer et mettre en service tous ces différents modules pour pouvoir ensuite livrer les clés aux clients et à l'opérateur qui vont utiliser l'hydrogène pour différents besoins, comme on a mentionné auparavant. Et bien sûr, après, il y a tous les investisseurs, les banques qui vont investir dans le projet et qui vont permettre au projet de prendre pied. Pourquoi il n'y a pas encore de grands projets d'envergure dans le monde sur l'hydrogène? Pourquoi les projets ils sont encore assez petits? Alors, je vais commencer, tu compléteras. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire émerger ce marché de l'hydrogène. On apprend en marchant. On apprend en marchant, puisque en fait, l'enjeu, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. L'hydrogène va être un levier, un vecteur de décarbonation, et va se substituer à d'autres vecteurs qui existent déjà. Alors, hormis, comme disait mon voisin, l'hydrogène qui est déjà utilisé dans la chimie, les 90 millions de tonnes qu'on évoquait à la maille mondiale ou 900 000 tonnes à la maille française. Donc ça, cet hydrogène est déjà utilisé. On peut essayer de le transformer en hydrogène décarboné. Donc ça, c'est une première étape de substitution finalement. Donc là, on est uniquement sur des enjeux de coût. Il faut que ça soit compétitif pour la chimie qui utilise cet hydrogène. Puis il y a un deuxième volet, là pour le coup plus d'émergence du marché, qui est de faire passer certains secteurs d'activité à l'utilisation de l'hydrogène. Donc ça, c'est extrêmement divers. J'évoquais l'exemple des aciéries. Donc les aciéries, un haut fourneau, ça brûle du coke pour réduire l'oxyde de fer et pour sortir du fer à la sortie. Mais vous voyez bien que si on met de l'hydrogène pour réduire l'oxyde de fer, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même machine. Ce n'est pas du tout le même haut fourneau, si je puis dire. Donc il y a une transformation de cette industrie aussi à faire pour adapter le process qui était précédemment utilisé. Si je vais sur les transports, alors on peut prendre les trains. Donc vous avez en Europe beaucoup de trains qui circulent encore avec du gasoil. Toutes les lignes ne sont pas électrifiées. Loin s'en faut, y compris même dans notre pays, il faut le savoir. Et en fait, électrifier une ligne, ça coûte relativement cher, ordre de grandeur, millions d'euros au kilomètre. Donc je peux faire des trains à hydrogène. Mais les trains à hydrogène, il faut entre guillemets des stations-service pour délivrer cet hydrogène. Il faut mettre un moteur électrique qui va être à lui-même alimenté par une batterie et une pile à combustible. Donc il faut faire un design de train particulier. Donc il faut qu'on ait des designers de ces trains, des constructeurs de ces nouveaux trains et qu'ensuite on les mette en service. Donc vous voyez, il y a un changement là aussi assez significatif sur le transport, sur les trains. Si on regarde l'aviation, donc là, l'aviation, une des pistes majeures, je parle longue distance, aviation longue distance, vol transatlantique par exemple. Donc là, l'idée de la profession, c'est ce qui s'appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel, SAF. Donc c'est de fabriquer en fait du kérosène synthétique avec de l'hydrogène et avec du CO2 par des réactions chimiques telles que Philippe les évoquait, Fischer-Tropsch ou compagnie. Donc là, vous voyez bien, il faut créer ce nouveau combustible. Donc vous imaginez bien des grandes usines chimiques qui vont fabriquer ce kérosène synthétique pour le délivrer avec le niveau de qualité, de performance qu'il faut pour l'aviation. Donc là aussi, des investissements très, très, très importants. Donc on a en fait un changement de l'industrie, des usages dans l'industrie à faire qui est très profond. Et c'est pour ça que le marché, je dirais, démarre aussi de façon progressive. Donc côté EDF, pour parler un petit peu d'EDF, nous on a créé une filiale qui s'appelle Hynamics, donc H-Y-N-A-M-I-C, Hynamics, dont le but c'est d'essayer, comme le disait Hyacinthe, de faire émerger en fait des projets. Donc on a
réaliser quelques stations service hydrogène pour des voitures, à titre un peu expérimental, donc qui fonctionnent. On regarde aussi des projets industriels plus importants du style de ceux que je vous évoquais. Et beaucoup d'acteurs aussi dans le paysage sont en train de prendre des démarches similaires à celle-là. Peut-être que tu vas en parler plus en détail que moi. Bah, si tu permets, je vais citer un exemple que développe ta filiale, la Dynamix, dans la cimenterie. Dans la cimenterie, il y a un cimentier qui s'appelle Vicat, qui a une cimenterie près de Grenoble, à Montalieu. Alors dans une cimenterie, vous traitez un carbonate. Donc même si vous mettez un très bon combustible, vous sortez toujours du gaz carbonique. Et donc Vicat et d'autres cimentiers ont eu la même idée. Et là, ils ont fait appel à Dynamix, la filiale d'EDF. On dit on va installer un gros électrolyseur sur la cimenterie. Gros, ça veut dire 330 mégawatts, hein, un gros électrolyseur. Et on va faire de l'oxygène et de l'hydrogène hein, par électrolyse de l'eau. Alors l'intérêt aussi, c'est que là, on utilise l'oxygène. En général, on ne sait pas trop quoi faire de l'oxygène, à part de le rejeter aux petits oiseaux. Mais là, on va l'utiliser dans le four de cimenterie pour faire ce qu'on appelle de l'oxycombustion. C'est-à-dire qu'au lieu d'admettre de l'air, on admet de l'oxygène. Ça veut dire que les fumées qui vont sortir de la cheminée du four de cimenterie vont être beaucoup plus concentrées. Il n'y aura pas cette charge d'azote qui est dans l'air. Sera plus concentré en gaz carbonique. On va capter ce gaz carbonique à la sortie de la cheminée et on va le recombiner ce gaz carbonique avec de l'hydrogène pour faire soit un méthane de synthèse qu'on peut utiliser pour les camions qui vont sortir de la cimenterie pour, disons, expédier le ciment, ou là, ils avaient imaginé de faire du méthanol. C'est-à-dire donc un alcool, le premier alcool, CH3OH. Et avec le dimensionnement initial, 330 MW, ça permettait de faire 200 000 tonnes de méthanol par an. Alors ça ne vous parle peut-être pas, 200 000 tonnes de méthanol par an. Il faut savoir qu'en France, on ne fabrique pas de méthanol. On importe tout de pays qui sont riches en gaz naturel, Trinidad, Tobago et d'autres pays. Et donc, c'est bon pour le commerce extérieur, c'est bon pour pas mal de choses. Ça refait de l'emploi en France. Bon. Sauf que, par, je vais dire, idéologie, il y a une règle européenne qui interdit d'utiliser ce carbone inévitable, enfin ce carbone en général et en particulier celui qui est inévitable, à partir du 1er janvier 2041. Donc vous dites 2041, on n'y est pas, mais un industriel, il n'investit pas pour 12 ans. Donc les gens de Vicat nous disent on va faire un électrolyseur plus petit, on va produire moins de méthanol. Et je voudrais être sûr que le méthanol qu'on va importer de ces chers pays qui nous produisent ce méthanol, je voudrais être sûr qu'il soit vertueux. Et je pense qu'il ne sera pas aussi vertueux que ce qu'on aurait fait en France. Donc pour vous dire aussi, le cadre n'est pas encore bien stabilisé, et ce qui est stabilisé a de graves lacunes. On revient sur le développement de l'hydrogène. En fait, je disais, la filière est très dynamique. Elle est très dynamique en France, elle est très dynamique dans le monde. En France, on a collecté 250 projets. Il y a 250 projets qui sont dans les cartons actuellement. Quand vous posez la question, mais alors il y en a combien qui sont décidés? Combien vont se faire? On vous dit, on n'a pas pris de décision. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de visibilité. L'hydrogène fait par électrolyse, c'est pour 3/4 le coût de l'électricité et pour 1/4 le coût de l'électrolyseur. Donc il faut mettre le paquet sur le coût de l'électricité et avoir l'électricité la meilleure marché possible. Et puis il faut que votre électrolyseur marche le plus longtemps possible. Donc c'est aussi l'intérêt de la France d'avoir de l'électricité décarbonée qui peut tourner 7000, 8000 heures par an avec les centrales nucléaires, à la différence des renouvelables où le solaire c'est 1200 heures, l'éolien c'est 2000 heures, l'éolien offshore c'est 4000 heures. Une centrale nucléaire, je pense que c'est au moins 7000 heures. Et donc, du coup, vous amortissez votre électrolyseur sur une plus grande durée, donc c'est moins cher. Et puis, il faut avoir cette électricité peu chère. Et justement, le coût, c'est pas un des obstacles. On va parler des obstacles, justement, à l'hydrogène. On a parlé aussi de la vitesse. Tout à l'heure, Bernard a dit qu'il va falloir qu'on reparle de la vitesse à laquelle on va se développer. Mais est-ce que le coût, déjà, c'est pas un obstacle? Il y en a peut-être d'autres, on va en identifier d'autres.
Alors, la question du coût, alors c'est effectivement un enjeu majeur, puisque j'évoquais la transformation de process industriels. Donc, il faut que cet hydrogène soit compétitif. Et force aujourd'hui est de constater que l'hydrogène électrolytique, il est significativement plus cher, que l'hydrogène produit par des processus de craquage de la molécule de méthane, mais en laissant partir le CO2 à l'atmosphère. Donc, on a un enjeu de compétitivité. Alors cet enjeu de compétitivité, moi je dirais que le prix de l'hydrogène aujourd'hui, c'est grosso modo, alors plutôt 60%, 60-70% du prix qui est l'électricité, et les autres 30 ou 40% qui sont le coût de l'électrolyseur. Donc il faut de l'électricité effectivement pas chère, mais l'électricité elle a quand même un certain prix et on ne peut pas non plus diminuer ça de façon, je dirais, arbitraire comme cela. Et les électrolyseurs, ils ont aussi, Hyacinthe en parlera, ils ont aussi un certain coût et ils ont aussi un certain rendement. Donc vous imaginez bien que plus l'électrolyseur a un rendement élevé, mieux on se porte et plus le coût est bas. Et je voudrais vraiment insister aussi sur ce que disait Philippe, qui est qu'il faut que l'électrolyseur tourne le plus longtemps possible. Parce que vous imaginez bien, si vous faites 30 à 40% de l'investissement et que vous le faites tourner que quand le soleil brille, donc 1200 heures, équivalent pleine puissance par an, une année, ça fait 8760 heures. Donc vous voyez, 1000 heures sur 8760, c'est assez simple, vous amortissez pas votre investissement. Donc on a besoin d'électrolyseurs qui tournent en permanence, si on veut arriver à faire baisser ce coût de l'hydrogène. Donc ça, c'est un défi, je dirais, majeur, d'arriver à cette compétitivité, parce que c'est cette compétitivité qui va être un des leviers pour que l'hydrogène se développe. Voilà, donc performance des électrolyseurs, je dirais, efficacité et rendement le plus élevé possible, coût de l'électricité performant, et puis faire fonctionner ces machines le plus longtemps possible dans une année. Hyacinthe, sur le coût ? Ouais, aligné, en fait, le coût final de l'hydrogène, on parle souvent de LCOH, encore un acronyme, désolé, mais sur les différents projets, il est sur certains projets, ça va jusqu'à 80% lié au coût de l'électricité. En fonction des projets, ça va être entre 60 et 80%, on va dire. Le coût de l'électrolyseur en soi a un impact. Donc nous, on cherche des équipementiers, pas forcément que l'Engie, mais on cherche à diminuer le coût de l'équipement en allant, déjà en investissant un peu dans la façon de le fabriquer. Ensuite, en investissant dans des équipements qui sont de plus en plus gros pour gagner faire des gains d'échelle sur l'équipement. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir des équipements qui sont efficaces et fiables. Et fiables parce qu'on a besoin de les faire fonctionner le plus longtemps possible sur l'année. Et efficaces parce qu'un point gagné sur le pourcentage d'efficacité énergétique, la somme d'énergie qu'on aura besoin pour séparer la molécule d'eau et pour ensuite récupérer l'hydrogène sera décisif sur le coût final de l'hydrogène. Donc plus on investit en R&D, c'est ce qu'on fait chez l'Engie, on investit une grosse partie de nos chiffres d'affaires en R&D pour pouvoir justement travailler sur l'efficacité de nos électrolyseurs et chercher à réduire au maximum la part énergie qu'on va perdre pour créer cet hydrogène-là. Hors de grandeur, pour ceux qui aiment les chiffres, un kilo d'hydrogène, on a besoin de à peu près 50 kWh d'énergie pour le fabriquer. En fonction des technos, on va être autour de 50, un peu moins, un peu plus. Chez l'Engie, donc avec les équipements alcalines pressurisés technologiques assez matures, on peut descendre jusqu'à 47, 48, 45 kWh par kilo au niveau du transfert directement entre molécules d'eau et hydrogène. Donc chaque point gagné sur l'efficacité aura un impact direct sur le coût final de l'hydrogène. Et donc c'est ça les premiers leviers à faire sauter entre guillemets pour pouvoir développer la plupart des projets. Un petit mot, Bernard, et je voudrais évoquer 2 autres obstacles après, et après, ce sera la parole au public. Oui, je voulais venir un peu sur les technologies d'électrolyseurs. Donc, il y a aujourd'hui des travaux, comme le disait Hyacinthe, importants sur les électrolyseurs. Pour essayer d'en augmenter la performance. Donc, vous avez les électrolyseurs alcalins. Donc ça, pour faire simple, ce que vous avez fait en chimie à l'école quand vous étiez petit, vous mettez de la soude,
les deux branches du courant électrique, puis vous sortez de l'hydrogène. Je caricature un peu, mais c'est quand même le principe de base. Vous avez ce qui s'appelle les PEM, donc électrolyseurs membrane. Donc je vais passer vite dessus. Et puis vous avez les électrolyseurs dits à haute température. Dans le jargon SOEC, Solid Oxide Electrolyzer, ou pile à combustible d'ailleurs, parce que c'est des systèmes qui sont réversibles. Et ces systèmes-là, en fait, ils ont des rendements qui sont 10 points en ordre de grandeur, plus élevés, voire plus, dit Philippe, que les électrolyseurs PEM ou alcalins. En fait, ils ont besoin de chaleur, donc ils fonctionnent à haute température, 600, 800 degrés, et donc ils produisent de l'hydrogène. Donc là, il peut y avoir des pistes. Alors, dans la mise au point de ces électrolyseurs haute température, qui sont aujourd'hui pas industriels, donc il y a quelques prototypes ici ou là, mais il faut encore atteindre le volet industriel. Et puis vous voyez bien dans une idée d'utiliser la chaleur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des endroits où vous avez de la chaleur fatale, voilà, cimenterie, usine d'incinération, et donc si vous récupérez cette chaleur et que vous alimentez par de l'électricité en plus l'électrolyseur, donc vous pouvez avoir là un gain d'efficacité, toujours dans l'esprit d'essayer de baisser les prix. Donc il faut aussi, c'est je pense un point important dans comment avancer, il faut aussi progresser sur ces technologies d'électrolyseurs et je dirais les rendre encore plus industriels qu'ils ne sont aujourd'hui. Et un point où on doit progresser aussi, un des obstacles, on en parlait tout à l'heure et je l'ai bien noté, c'est l'infrastructure pour le transporter et le stocker, cet hydrogène. Oui, alors je dis un mot là-dessus, puis je passe à Philippe. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la production d'hydrogène, c'est un objet qui est complexe. On a beaucoup parlé des électrolyseurs, mais l'hydrogène, pour ceux qui ont un tout petit peu connu ça, c'est une substance sensible. Ça fuit très facilement. Les questions de joints sont ça fait peur aussi. C'était mon dernier obstacle. Tout à fait. Il peut y avoir des morts, on va se dire comme ça, quoi. Voilà, c'est un gaz qui explose facilement. Il y en a d'autres, mais bon, comme le méthane, d'ailleurs. Le méthane aussi, ça peut être dangereux, mais l'hydrogène, ça l'est aussi. C'est compliqué à mettre sous pression, c'est compliqué à transporter. Donc, vous voyez bien que si on fait une usine de production d'hydrogène, vous allez avoir certes l'électrolyseur, mais vous allez avoir le stockage, les réservoirs, la montée sous pression, le delivery, donc la pompe à essence, si je puis dire. Vous imaginez bien une pompe à essence à hydrogène, vous venez la connecter, il faut que ça soit étanche du premier coup, quoi. Donc c'est pas si simple que ça. Hein. Dans une station-service hydrogène, la pompe, si je puis dire, le système qui permet de délivrer, il coûte en lui-même très très cher. Vous avez l'alimentation électrique, donc ça fonctionne en courant continu, ces choses-là. Donc vous avez un poste de transformation. Si vous êtes sur de l'électrolyse alcaline, il vous faut de l'eau, mais de l'eau évidemment extrêmement pure, déminéralisée, parce que sinon vous perturbez la relation d'électrolyse. Vous faites de l'électrolyse, il vous faut de la potasse. Donc la potasse, c'est aussi quelque chose qui est agressif. Hein, en gros, c'est comme la soude. Donc vous voyez, vous construisez en fait une véritable usine relativement complexe, un process chimique complet, et donc il faut lui aussi l'optimiser. Et on a besoin en fait d'acteurs qui soient capables de faire ce travail d'intégration globale de façon à produire de l'hydrogène sous pression de qualité à la sortie. Dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, mais il faut que cet hydrogène aussi soit à un certain niveau de pureté. Parce que si je veux alimenter des piles à combustible derrière, les piles à combustible, je fais très très simple là aussi, c'est des espèces de membranes d'une certaine façon sur lesquelles passe l'hydrogène. S'il y a des impuretés dans cet hydrogène, on comprend assez facilement que la pile à combustible ne va pas bien fonctionner. Voilà, donc un enjeu industriel complexe de première grandeur sur toute une chaîne industrielle en fait. Alors, en matière d'infrastructures de transport et de stockage, comment ça se présente? Bon, on est vraiment aux prémices, je disais tout à l'heure, on est au camp de base et on a l'Himalaya devant nous, hein, c'est le K2, hein, c'est de ce niveau-là. En matière d'électrolyse, actuellement, vous avez 30 MW d'électrolyseurs installés en France, 30 MW. Combien il y en a de décidés? 300 MW sont décidés. Et l'objectif à 2030, c'est 6500 MW. 6500 MW et à 2035, c'est au moins 10 000 MW, peut-être 12 000 ou 14 000. Donc on est vraiment aux prémices. Comment ça va se développer?
ça va essentiellement se développer dans ce qu'on appelle les grands bassins industriels. Donc, ce sont les ports, le port de Dunkerque et de la région de Dunkerque, Saint-Nazaire, Fos, les vallées, la vallée de la Seine, donc Le Havre, Rouen, Gennevilliers et même l'aéroport de Paris. Tout ça sont des ports aussi. La vallée du Rhône, depuis Marseille jusqu'à ce qu'on appelle la vallée de la Chimie, c'est-à-dire au sud, la raffinerie de Feyzin et le sud de Lyon, donc la vallée du Rhône. Et puis les zones frontalières, l'Allemagne, avec l'Allemagne, donc la Lorraine, l'Alsace avec l'Allemagne, et puis, disons, l'Aquitaine avec l'Espagne. Et donc il va y avoir, à l'instar de ce qui s'est fait avec le gaz naturel, vous allez avoir des micro-réseaux qui vont se développer dans ces bassins, mais très progressivement, quand vous allez avoir entre 6 000 et 10 000 mégawatts d'électrolyseurs, l'électrolyseur, notamment l'électrolyseur PEM, on ne parle pas de l'alcalin, mais du PEM, on peut l'arrêter, le redémarrer assez facilement. Et donc, on va pouvoir considérer cet électrolyseur comme un consommateur d'électricité flexible. Et donc, s'il y a une tension sur le réseau, arrêter cet électrolyseur pendant quelques temps. Et ceci étant, cet électrolyseur, il fait de l'hydrogène. Donc, et au bout, il y a un utilisateur, il y a un consommateur. Un consommateur qui a besoin de grandes quantités. Enfin, si vous avez des centaines de mégawatts sur le site, ça fait des grandes quantités. Vous n'allez pas pouvoir stocker ça dans des bonbonnes sur place. Donc, il faut connecter le site à un réseau d'hydrogène. Et donc, on va assister à une conversion avec la décroissance des utilisations du gaz naturel, à une décroissance de l'utilisation du réseau actuel de gaz naturel sous pression. Il va être moins utilisé et certaines parties vont être reconverties à l'hydrogène pour pouvoir transporter cet hydrogène. Et on va arriver à un réseau européen d'hydrogène. Les opérateurs de réseau, alors bon, moi je représente GRTgaz, donc un des deux opérateurs français de transport de gaz à haute pression. Il y en a un autre là-bas qui se cache, là, c'est Paul, qui représente l'opérateur dans le sud-ouest de la France. Terega, oui. Et donc il y en a 2 en France, en Allemagne il y en a 4, et au total en Europe il y a une trentaine d'opérateurs qui sont réunis, qui ont regardé comment pouvait évoluer le réseau de gaz naturel vers un réseau d'hydrogène. Et on arrive il faudrait en 2030 à peu près 30 000 km de réseau de transport à haute pression et à 2040 à peu près 50 000 km. Et convertir également des stockages souterrains. Ce qui semble plus approprié pour stocker de l'hydrogène, ce sont des stockages en cavité saline. Ce sont des cavités qui sont creusées dans le sel à entre 1000 et 1500 mètres de profondeur. Vous avez des couches de sel. Des cavités ont été creusées pour stocker du gaz naturel et on peut convertir ces cavités. Enfin, il faut faire un peu d'essai quand même, il faut regarder, il ne faut pas faire n'importe quoi pour les raisons de sécurité. Mais donc ces conversions sont en train d'être examinées pour pouvoir à terme disposer de ces capacités de stockage, comme dans tout système énergétique, quoi. Il faut des tampons, il faut des capacités de stockage. Hyacinthe, pour terminer sur les obstacles. Et après, c'est à vous, hein. Préparez vos questions. Je vous laisse comme ça le temps de réfléchir aux questions. Donc sur les obstacles, oui, en fait, donc aujourd'hui on a un gros volume d'hydrogène avec un potentiel d'hydrogène qui est hyper important en France, mais dans le monde. Donc en France, on parlait de 6,5, donc 6500 mégawatts à l'horizon 2035 de besoins à électrolyse. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait une demande. Pour qu'il y ait une demande, il faut que les industriels aient la capacité à investir et à dire le go final pour pouvoir se lancer sur ces projets hydrogène. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un potentiel qui est énorme, mais on voit une demande qui est encore un peu timide, notamment parce que les coûts sont encore un peu élevés. Et donc l'objectif, et via différents mécanismes, il y a des mécanismes de subvention et d'autres choses qui rentrent en compte, mais l'objectif c'est justement de lancer cette demande avec des industriels qui pourraient se lancer le plus vite possible sur ces volumes d'hydrogène pour pouvoir lancer la filière et développer, parce que c'est en faisant, entre guillemets, qu'on aura un retour sur expérience qui sera de plus en plus important, et donc qu'on gagnera et qu'on pourra atteindre ces niveaux d'installation à l'horizon 2030, 2035, 2050. Donc voilà, la demande est importante, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un peu ce problème inadéquation entre le besoin et la demande. C'est pas l'hydrogène qui va exploser, c'est moi là. Question, allez, c'est parti. Il y en a une ici, puis je vous...
Je m'appelle Yann Schaer, donc je suis étudiant entrepreneur en sciences en entrepreneuriat. J'ai monté donc Road for Green, qui est un pôle d'études des biocarburants, solutions alternatives à l'électricité. Exactement. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de l'automobile, je vais parler de ça évidemment, sur en Chine, le fait que voilà, c'est pas encore un modèle rentable d'un point de vue écologique. Oui. Je sais que vous n'êtes pas devin, mais selon vous, quand est-ce que vous pensez que le marché de l'automobile va commencer à être pertinent en France et quelles vont être en tout cas les premières actions à effectuer lorsque ce modèle pourra venir s'importer chez nous? Qui s'y colle? Sur l'automobile Bernard avec hydrogène, c'est ça? Je vais répondre, je vais donner simplement un avis. Je ne prétends pas être du tout spécialiste de l'automobile. Hein. Je pense que Philippe ou Hyacinthe pourra largement compléter. Il y a aujourd'hui assez peu de voitures qui fonctionnent à hydrogène. Hein. Comme vous savez, il y a la fameuse Mirai a été une des premières sorties. Il y a quelques taxis hydrogène qui fonctionnent, y compris ici en région parisienne. La question, c'est vraiment la compétition entre le système hydrogène et la batterie. Pour la voiture, hein, je parle de la voiture uniquement. Et là, on est vraiment sur des enjeux de compétitivité. Donc les prix de batterie baissent, c'est indéniable. Le système hydrogène est quand même un peu compliqué, parce que dans une voiture hydrogène, vous avez un réservoir d'hydrogène, 700 bars, en lui-même un objet déjà techniquement un peu sophistiqué. Vous avez une pile à combustible. Vous avez aussi une batterie d'ailleurs qui fait tampon, et puis vous avez le moteur électrique comme dans une voiture électrique. Donc c'est une machine qui est objectivement un peu plus sophistiquée qu'une voiture électrique. Donc sur la voiture, il y a vraiment débat. Plus la taille de l'objet monte, plus il est probable que l'hydrogène a du sens. C'est pour ça que je parlais des trains. Sur la voiture, j'avoue, mais ce n'engage que moi. Hein, moi, je ne suis pas forcément très confiant. Je pense que c'est plutôt la voiture batterie qui gagnera la course, si vous me permettez. Sur les camions, plus le camion est longue distance, plus probablement l'hydrogène a de l'opportunité de se positionner. Mais déjà, vous voyez émerger quand même des camions avec des grosses batteries, hein, quelques centaines de kilowattheures de batterie, donc qui peuvent avancer. Sur le train, là pour le coup, l'hydrogène a ses chances. Et sur les bus, parce qu'il paraît, moi je suis dijonnaise, il paraît qu'à Dijon, nos bus ils vont passer à l'hydrogène. Voilà, alors sur les bus, il peut y avoir aussi des opportunités, mais là aussi, vous avez des bus aujourd'hui à batterie. Donc vous avez aussi cette compétition entre les deux technologies, bus à batterie versus bus à hydrogène. Oui, pour la filière française, il n'est pas question de passer les véhicules particuliers à l'hydrogène. Enfin, ça arrivera peut-être un jour, et je ne sais pas dire quand, mais il faudrait vraiment que, comme disait Bernard, c'est quand même un peu compliqué. Et si on peut utiliser directement l'électricité à travers une batterie, c'est plutôt mieux. Mais en revanche, il faut regarder le système dans sa globalité. Et donc, ce qui est dans la stratégie actuelle et qui n'est pas... la stratégie française de l'hydrogène est en cours de révision, mais ça ne sera pas révisé. C'est-à-dire, on est sur l'axe qui a été défini en 2020, c'est la mobilité lourde ou intensive. C'est-à-dire... lourde, c'est les camions, les bennes à ordures, les bus, les autocars, les trains, les bateaux, les avions. Et intensif, c'est quand vous n'avez pas le temps de recharger. Et il y a quand même, on a fait une étude au sein de la filière, on a un groupe de travail mobilité très performant, où on a fait ça avec la filière automobile également, où parmi les propriétaires de véhicules utilitaires légers, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas le temps de recharger, ou alors qui, sur une semaine, par exemple, vous avez un artisan ou l'employé d'une agence, toute la semaine, il rayonne dans 50 km, donc à la limite, la batterie pourrait convenir. Puis une fois par semaine, il faut qu'il aille à 200 km de là. Alors il peut louer une voiture, vous allez me dire, mais enfin c'est plus compliqué. Donc il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on a identifiés, et ils sont nombreux, pour lesquels il faut une disponibilité. Si vous pensez aux pompiers, si vous pensez à la police, si vous pensez aux ambulances, ils ne sont pas toujours à l'aise avec une batterie, donc ils préfèrent avoir un véhicule à hydrogène. Donc il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on a répertoriés, et ils sont nombreux, encore une fois, où cette mobilité intensive a tout son sens. Maintenant, quand on parle des camions, alors moi je suis allé à Solutrans, qui est la mecque du camion en France. Je suis allé à Solutrans il y a quelques mois. Vous avez un super camion Daimler, 600 kWh de batterie.
il faut, alors ils me disent, on peut recharger pendant le temps de la pause du conducteur, parce que tous les 4 heures, il faut qu'il fasse une pause de 3/4 d'heure. Bon. Et donc, on peut recharger, on peut redonner 4 heures d'autonomie pendant ces 45 minutes. Vous savez, la puissance de la borne pour donner, il faut 800 kW. 800 kW pour un camion. Donc j'espère qu'il va arriver le premier sur la borne. Donc moi, ce que je demande qu'on regarde, c'est l'ensemble du système dans sa globalité et quel est non pas le prix du véhicule lui-même avec sa batterie, mais combien ça coûte au système dans sa globalité. Alors si je titille un peu mon ami Philippe, je dirais que peut-être qu'une borne électrique de 800 kW, ça coûte moins cher qu'un tuyau de gaz hydrogène qui arrive à la même station sur plusieurs centaines de kilomètres de distance. Donc il faut amener la puissance de tes 800 kW voilà. Avec ta borne. Mais c'est un câble électrique. Donc vous voyez, on transporte plus d'énergie dans un tuyau de gaz que dans un câble électrique. Voilà, donc le débat qu'on a là tous les deux, c'est voilà. En fait, il peut y avoir cette compétition et d'une certaine façon... On a mis le temps, hein, mais on y arrive. Cette compétition, elle est saine, elle est objectivement saine, hein, puisque c'est en fait la meilleure façon de trouver la bonne solution. Quoi. Oui, bonjour. Vous n'avez pas parlé au final de l'hydrogène blanc qui serait l'hydrogène naturel. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, pardon. Mais est-ce que sur les stocks... où on en est, c'est ça? Pardon? Où on en est, c'est voilà où on en est, d'après une dernière info que j'avais, et puis c'est une source sûre, hein, c'est mon voisin qui me l'a dit à la 3e mi-temps de football. On en aurait plein en France. Oui, bien sûr. Et facilement déstockables, utilisables, etc. J'ai une autre question sur Airbus 2035, je crois, l'avion à hydrogène. Vous en pensez quoi sur le passage, votre regard sur le passage à l'échelle avec un avion à hydrogène 6 heures de vol en autonomie avec 200 € le billet d'avion Paris-New York pour 300 passagers. Je parle de... Et j'avais une dernière question, c'était injecter l'hydrogène dans le réseau actuel de gaz, c'est possible ou pas? Non, ça, on l'a regardé un moment, mais il y a un problème de qualité du gaz, donc... si vous l'injectez un peu n'importe où, parce que vous dites j'ai un champ solaire ou un champ éolien, pour stocker, quand je n'ai pas d'exutoire à mon électricité, je vais faire de l'hydrogène et puis je l'injecterai dans le réseau de gaz. Sauf que vous allez avoir après dans votre réseau de gaz une qualité du gaz qui va fluctuer et la combustion exige d'avoir non pas le PCS mais l'indice de VOB qui est dans une certaine fourchette. Si vous en sortez, vous risquez des problèmes de sécurité. Donc il faut vraiment rester, et donc c'est quasiment ingérable. Donc, allez, 3e question évacuée. Pan. Donc ça, l'hydrogène naturel, il y en a, c'est évident, il y en a. Il y a ce qu'on appelle les cercles de Fay. Vous regardez sur Internet, c'est de l'hydrogène qui se produit dans le sous-sol, ici ou là, et qui arrive à la surface et qui, pour des... Des cercles de Fay comme des fées? Des fées, oui, baguettes, des fairy circles, je sais pas quoi, ring ou je sais pas quoi, ou des sorcières si vous voulez, enfin c'est comme on veut. Et donc ça modifie la végétation et ça fait un cercle en surface qui peut faire 1 kilomètre de diamètre. Bon, donc il y en a, c'est évident, et c'est la décomposition, ce serait peut-être même un flux et non pas un stock, c'est-à-dire la décomposition de l'eau souterraine en hydrogène au contact de roches ferrugineuses. Il faut un réducteur pour casser la molécule d'eau. Et bon, il y a eu le buzz l'été dernier parce que 2 directeurs de recherche de l'Université de Lorraine ont descendu une sonde à 1200 mètres de profondeur. Ils ont trouvé qu'il y avait une certaine concentration. Leurs calculs montrent que s'ils descendent à 3000 mètres, la concentration est beaucoup plus importante. Et ça, étendu à la surface de leur structure, ils trouvent 46 millions de tonnes d'hydrogène. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne consomme même pas 1 million de tonnes par an, donc 46 millions sur une structure, ça serait formidable. Sauf qu'ils se sont empressés de dire on fait ça dans le cadre d'un projet de recherche et il nous faut tout de suite nous financer la suite du projet de recherche. Donc en fait, on ne s'affole pas, il y en a sûrement, mais il faut poursuivre la recherche, l'exploration. Et il y a actuellement en France 6 permis d'exploration qui sont déposés. Il y en a un qui est déjà, disons, octroyé à la société TBH2 Aquitaine, pour regarder sur le net. C'est au pied des Pyrénées. Engie a également déposé un permis juste à côté. Donc il y a des recherches. Il y en a un autre dans le
Dans le Massif central, je crois, du côté de Nevers, il y en a un. Et puis dans le Jura, il y en a un autre. Et puis en Lorraine, ils cherchent aussi. Donc il y a 2 ou 3 sociétés en France. Bill Gates, qui est jamais en retard d'un investissement, il a déjà mis un petit ticket de 75 millions dans une société. En Australie, vous avez des sociétés qui cherchent. Donc il y en a, ça, on risque d'en trouver, mais on ne va pas s'affoler. Enfin, ça va demander... Là, les types qui ont le permis, ils disent on va faire pendant 2-3 ans, on va faire des sismiques, on va faire des échographies. Le premier puits de forage, on va le faire dans 2-3 ans. Donc on va qualifier la ressource au mieux dans 5 ans. Le temps d'après développer le projet, c'est une histoire de 10 ans. Non, je dis ça parce qu'il ne faudrait pas prendre prétexte qu'il y a soi-disant de l'hydrogène naturel dans le sous-sol pour ne rien faire ailleurs. C'était quoi la deuxième question? Airbus, l'avion 2035. Hyacinthe. Airbus, l'aviation, donc l'hydrogène en soi, c'est un gaz qui est assez particulier, qui est très peu dense de manière volumique. On a besoin de beaucoup de volume pour mettre peu d'énergie. C'est 4 fois, ça prend 4 fois la place du kérosène. Donc si on veut remplacer aujourd'hui un A380 avec de l'hydrogène, soit on met beaucoup moins de passagers, soit on va beaucoup moins loin, mais on ne pourra pas faire les deux. Donc, et ça, après, il y a des contraintes techniques, économiques qui sont en plus là. Là, a priori, sur l'aviation, il y a aussi plutôt les ISAF, là, ce qu'on parlait tout à l'heure, les fuels de synthèse, en fait. Sustainable Aviation Fuel. En fait. Qui pourrait être peut-être une des voies possibles. Mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a plein de potentiel pour l'hydrogène. Ah, j'ai été coupé. Il y a plein de potentiel pour l'hydrogène. Ah, c'est bon. Après, il y a des projets sur lesquels il y a des contraintes techniques, des contraintes économiques et des contraintes multiples. Des projets où il y a simplement une contrainte économique. Donc je pense qu'on ferait mieux de se concentrer sur les projets qui sont suffisamment, on va dire, simples sur des points de vue techniques et qui est juste un problème économique. Ça permettrait déjà d'aller faire une première étape et ensuite on ira voir sur ces différentes applications-là. On prend une dernière question ici. Alors, voilà, donc considérez-vous l'hydrogène décarboné comme une solution véritablement viable dans la mesure où le vaporéformage du biométhane, c'est pas vraiment intéressant, et utiliser les seuls résidus d'électricité des énergies renouvelables pour une électrolyse qui est très gourmande en énergie, ça paraît compliqué. Je pensais que tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent répondait à la question, mais on va recommencer. Oui, ce qu'on a dit en fait, c'est qu'on pense qu'il faut utiliser effectivement des électrolyseurs et pas du vaporéformage du méthane ou craquage de méthane. Donc électrolyseur, ça c'est très clairement la solution que l'on pense. Et comme on le disait, faire fonctionner ces électrolyseurs le plus longtemps possible dans une année. Donc voilà, c'est ça à notre avis la solution. Mais donc l'électrolyse ici, ça permet pas un hydrogène complètement décarboné dans la mesure où c'est pas avec des énergies renouvelables que c'est créé. Alors après, on met la source d'énergie que l'on veut. On peut avoir très bien l'électrolyse avec une énergie complètement décarbonée, du nucléaire, des panneaux solaires, de l'éolien. Mais ça paraît très compliqué d'utiliser uniquement les résidus d'énergie renouvelable pour alimenter tout le parc qu'on souhaite avec de l'hydrogène. D'où l'intérêt de la France d'avoir un parc nucléaire qui permet d'utiliser de l'électricité décarbonée. Et sachez aussi que l'électricité soi-disant qui est renouvelable, elle est soi-disant décarbonée, mais elle contient plus de carbone que l'électricité nucléaire. Le parc nucléaire français, c'est 6 grammes de CO2 par kilowattheure. 6 grammes de CO2 par kilowattheure. En ACV, donc en ACV, donc en cycle de vie, en incluant tout ce qu'il a fallu pour construire, en incluant le béton pour construire la centrale, vous voyez. Donc 6 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc si vous faites tourner l'électrolyseur avec ça, vous avez très très peu de CO2 en ACV encore, en cycle de vie. L'éolien, c'est de l'ordre de 12, et l'éolien onshore, c'est 12, et offshore, c'est 14. Le PV, le solaire, ça dépend où c'est fait. Oui, le PV, alors avec aujourd'hui, ça dépend où c'est fait, effectivement, mais si on reste sur les approvisionnements PV aujourd'hui qui viennent essentiellement d'Asie et de Chine, pour ne pas la citer, on est autour de 80 grammes par kilowattheure, quelque chose comme ça. En ACV, là encore une fois. Donc vous voyez nettement plus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le PV, mais il y a quand même un petit contenu CO2 lié au photovoltaïque. On a 3 minutes encore, donc on peut encore prendre une dernière question si on y répond rapidement. Oula. D'accord.
Bon, vite. Valentin, consultant en mission chez EDF en plus. Vous avez parlé en 77 qu'on pouvait coupler l'électrolyseur avec les centrales nucléaires, c'est incroyable. Est-ce qu'actuellement, on peut l'industrialiser? Est-ce qu'on peut faire de la modulation je vais répondre. Modulation de centrales nucléaires par électrolyseur, est-ce que c'est une idée qui est intéressante? Alors, on regarde effectivement des projets comme ça, et en particulier tout ce qui tourne autour de l'électrolyse haute température. Parce qu'une centrale nucléaire, c'est une grosse machine thermique, il y a aussi un rendement, il y a une partie de chaleur qui n'est pas utilisée. Donc on pourrait récupérer cette chaleur pour alimenter aussi en chaleur un électrolyseur haute température, et l'autre partie viendrait de l'électricité produite. Donc on regarde effectivement ce genre de choses à moyen long terme en France et à l'international. Oui. Allô. Bon, question rapide, Vincent Cavallo, je suis géologue. Vous avez dit qu'il fallait, pour fabriquer de l'hydrogène pur, il fallait de l'eau pure. Oui. Et justement, mais attention, l'eau, ça va devenir quelque chose d'assez rare, etc. Donc, où est-ce que vous allez trouver cette eau pure? C'est le but. Ce qui est formidable, c'est qu'à chacune de mes interventions, j'ai toujours une question. Alors, il y a la sécurité, ça se rage tous les coups, et puis l'eau. Bon, alors on va mais c'est une vraie question en même temps. Alors c'est quoi la consommation d'eau sur la France? Qu'est-ce qui sait? 150. Non, au niveau global, au niveau mondial, au niveau de la France totale. Combien? 150 litres par habitant par jour. Ouais, non, mais faites-moi le calcul. Non, il faut compter l'agriculture et tout. Hein. Bon, c'est quoi? Je sens que vous avez la réponse. C'est de l'ordre de plusieurs milliards de mètres cubes. D'accord? Je crois que c'est 5 milliards. Bon. Alors maintenant, on fait le calcul. 1 million de tonnes. Il faut l'équation chimique, hein, donc 1 kg d'hydrogène, il faut 9 kg d'eau. Hein, c'est H2O donne H2 plus 1,5 d'eau. Bon, 9 kg. Avec la purification, avec les traitements, tout ça, on considère qu'il faut entre 20 et 30 litres d'eau pour faire 1 kg d'hydrogène. Donc vous multipliez par 30. Donc 1 million de tonnes, ça fait 30 millions de tonnes, 30 millions de mètres cubes. Vous rapportez 30 millions de mètres cubes à 5 milliards de mètres cubes. Donc, alors, ça c'est global. Ça répond à sa question, ça? Bah oui, ça veut dire qu'on est de moins de 1%. Sauf que, il faut être un peu plus nuancé, il peut y avoir peut-être des régions où il y a un stress hydrique. En France, par exemple, on cite toujours la Vendée. En Vendée, il paraît qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et puis après, on va me dire, bah oui, on va faire de l'hydrogène dans les déserts, là, du soleil et du vent, mais sauf qu'il n'y a pas d'eau. Eh ben, on va dessaler l'eau de mer. Mais oui, mais il y a du soleil, donc Alors, je vous propose de faire un off en dehors de la salle, parce que le groupe d'après attend, mais c'était absolument passionnant. Je voudrais remercier le public, parce que vraiment, vous êtes là, vous êtes percutants, vous avez des questions précises. On a vraiment un public de qualité au Power Solid, bravo. Et je voudrais qu'on applaudisse évidemment les intervenants. Merci infiniment. Merci beaucoup, passionnant.